Histoire salée, le podcast mer de France Bleu Brésil. C'est une femme au caractère bien trempé dans l'eau salée que je vous invite à découvrir dans ce nouveau numéro d'Histoire salée. Elle a navigué sur toutes les mers du monde, sur des petits voiliers et sur des grands, seule et avec d'autres, participé aux plus grandes courses au large, le Vendée Globe, la Route du Rhum ou encore la Solitaire du Figaro. Et à 60 ans, elle compte bien ne pas s'arrêter là. Rencontre avec la navigatrice Anne Liardet qui a l'océan dans la peau. Pour moi, c'est toujours l'aventure. Il y a des moments durs, des moments où on se dit qu'est-ce que je galère et puis à un moment donné, tout se dégage. Et là, tu te dis, mais je sais pourquoi je fais du bateau, je sais pourquoi je navigue. Pour être bien, avoir l'impression d'être à ma place, vraiment. C'est dans son jardin secret, tout près de chez elle, dans une commune au sud de Brest, à la Pointe-Bretonne, qu'Anne Liardet m'a donné rendez-vous. Bizarrement, près de l'eau douce, c'est elle qui nous plante le décor. Bonjour Anne. Bonjour. On est où là ? On est au bord de l'étang du Moulin, à Daoulas. C'est un endroit que j'aime bien, qui est juste en dessous de chez moi. Je passe tous les jours par là pour aller chercher le pain à la boulangerie. Il faut traverser 2 petits ponts. Et Daoulas, c'est une ville où il y a un village où il y a beaucoup d'eau qui circule. Et voilà, on est au bord de l'étang du Moulin avec les oiseaux, les arbres. Il y a beaucoup moins de vagues. Oui, c'est beaucoup plus calme, mais c'est pour ça que c'est bien aussi, justement, de pouvoir se retrouver dans des endroits calmes. Alors qu'en mer, on se prend des tartes et puis par moments c'est calme aussi, mais on subit. Alors que quand on est à terre, quand il fait un temps de chien, on se met à l'abri dans son canapé avec une couette, un bon bouquin et tout va bien. On va revenir sur ton parcours, Anne. Tu n'es pas née en bord de mer. Pas du tout. Mais tu es arrivée jeune en Bretagne. Oui. C'est ado que tu as commencé à naviguer ? Oui. J'ai commencé à naviguer. Mon père s'était construit un bateau avec lequel il faisait des régates. Donc quand j'étais petite, et je faisais pas de régates avec lui. Et j'ai quand même eu l'occasion de partir 2 ou 3 fois on a fait 2 ou 3 sorties familiales sur ce bateau-là. Et puis je suis partie une fois en croisière avec des copains quand j'ai commencé à être ado. Mais déjà ado à 16 ans, quand ce fameux bateau s'est retrouvé détruit dans une tempête. Comment ça ? Il était au mouillage dans l'anse de Berthaud, mais il a été embarqué et détruit dans les cailloux. Et ce jour-là, je me suis promis quand je serai grande, je ferai du bateau. C'est vrai, c'est parti de là ? Alors que j'avais plus de moyens de naviguer, puisque c'est parti de là, ouais. Enfin, c'est parti de là, et puis de toutes les histoires de pirates que je lisais, tous les films hollywoodiens en noir et blanc de l'époque que je regardais quand je pouvais, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas 36 chaînes. Et ça me passionnait. L'histoire de la piraterie, de la flibusterie, des corsaires, tout ça, c'est l'aventure. Me passionnait. Et on habitait Sainte-Anne-du-Porzic, et donc à l'ouvert du Goulet. Et je voyais des bateaux qui entraient en rade ou qui en sortaient, en me demandant toujours d'où ils viennent, où ils vont, et l'envie d'aller voir ce qui se passait derrière l'horizon. Serrez au plus près! Tous les hommes sur le pont! Bandez les écoutes! Que faites-vous donc, monsieur Dougal? Laissez arriver. Prenez vent arrière. Mais ça va nous amener sous son feu. Et donnez un ordre, monsieur Dougal. Aperçu, capitaine. Ah, les histoires de pirates. Elles ont visiblement nourri son envie d'aventure. Elle se rapproche, capitaine. Elle veut se battre. Quoi? Elle vient sur nous. Un jour, je suis tombée sur un vieux bouquin. C'est à tel point que les noms des personnes et l'imparfait, c'est pas Javais, c'est Javois. L'Olonais, donc le pirate qui s'appelait l'Olonais, c'est l'Olonois, tellement ce bouquin est vieux. Et c'était un recueil de récits d'aventures de pirates, de flibustiers sur les frères de la côte en tout ce qui est Saint-Domingue, enfin toutes ces régions qui me font rêver, qui me font toujours rêver, que j'adore. La Mini Transat va en Guadeloupe. Moi, j'ai un faible vraiment pour la Guadeloupe parce que chaque fois que j'y suis allée, j'ai été bien accueillie. Quand on arrive en bateau sur une route du Rhum ou une Mini Transat, on est bien accueilli. Et puis peut-être que j'ai une facilité à m'adapter. Je sais pas. En tout cas, c'est des endroits que j'aime beaucoup. C'est une culture que j'aime beaucoup. C'est des régions qui ont une histoire chargée et c'est beau. Voilà. Et puis, ce que tu évoquais aussi, cette histoire d'aventure. Ouais, ça c'est. Moi, je pense que j'ai un tempérament, un côté aventurière, oui, certainement. Pas forcément casse-cou, ça veut pas dire casse-cou, mais aventurière, ouais, j'aime bien aller voir, j'aime bien aller découvrir des endroits et des gens.
C'est important aussi de rencontrer les gens qui habitent dans un endroit où on arrive en bateau. Et le fait d'arriver en bateau facilite le contact par rapport au fait de débarquer d'un avion, quoi, tout simplement, et d'aller se mettre dans un hôtel. Quand on arrive en bateau, je trouve, moi j'ai eu des contacts beaucoup plus faciles, je pense, que ce que j'aurais eu si j'étais arrivé en avion. Avant de se lancer dans la compétition, Anne Liardet a arpenté les pontons et travaillé dans le milieu de la course au large. En fait, j'ai commencé à 18 ans. J'ai passé mon bac. J'habitais Brest. Je me suis mise à arpenter les pontons les dimanches pour prendre les départs de régate, trouver les embarquements. Donc ça a bien marché, ça a bien fonctionné. Je me suis retrouvée avec un super équipage j'en parle toujours avec émotion de ce bateau Samsara. J'ai énormément appris là. Et effectivement, comme j'étais une fidèle des pontons, un jour Bertrand Cudenec, qui venait de créer sa voilerie, qui avait ouvert sa voilerie depuis 6 mois, m'a demandé si je voulais venir bosser avec lui. Voilà. Et donc j'ai mis le pied dans la voilerie, fabrication de voiles. Et Bertrand Cudenec, la voilerie, c'est devenu la voilerie Incidence, donc une grosse voilerie française. Et moi j'y suis resté 2 ans, jusqu'au jour où je suis parti sous d'autres cieux. C'est là que je me suis retrouvé un pied sur un catamaran de course qui se préparait pour courir La Rochelle à Nouvelle-Orléans. Il était de passage, j'étais de passage, je remontais sur Brest, il remontait à Concarneau. C'est la route, tu m'embarques, il m'a embarqué. Et puis en fait, j'ai pas quitté le bateau jusqu'au départ de la course parce que je suis resté leur filer un coup de main pour la préparation du bateau. Et c'est comme ça que je par la petite porte vraiment, et sur des coups pas de hasard, parce que ça se provoque toujours un peu, mais que je suis rentré par la petite porte dans le monde de la course au large. Et tu parlais de voilerie aussi, c'est une expérience qui t'a permis d'avoir une certaine expertise aussi pour la suite, pour la course au large. En fait, dans la course au large, il faut savoir faire plein de trucs. Alors, je suis championne du monde de rien du tout, c'est ce que je dis à tout le monde. Moi, je ne suis championne du monde de rien du tout. Par contre, je sais gérer à peu près tout. Une panne électrique, je saurais aller trouver la panne électrique. Un problème électronique, pas forcément, mais déjà le bon sens veut que ton NKE il saute, enfin ta centrale de navigation saute. Tu commences par aller vérifier tes circuits électriques et voir si tu n'as pas un truc qui est débranché. C'est de la réflexion et puis le fait de mettre les mains dans la préparation du bateau. On sait comment est fait son bateau. Je connais beaucoup de choses. Je pense que je suis j'ai la tête au système D, à trouver des solutions, à inventer des solutions quand il n'y a pas le matos complètement ad hoc pour faire le truc. Et c'est pour ça que quand je pars en mer, j'ai absolument confiance en moi. Mais sur un bateau, mais aussi dans la vie, chez toi aussi, tu es système D. Je suis ma maison, je refais ma maison de A à Z. Il n'y a que la toiture sur laquelle j'ai pas travaillé, mais tout le reste, l'électricité, la plomberie, les aménagements, la salle de bain, j'ai fait ma salle de bain de A à Z. Et puis je suis une manuelle. Moi, c'est ce qui me plaît, c'est travailler avec mes mains. J'adore ça. Moi, je déteste être assise à une table sur un ordinateur. Pour moi, c'est une torture. Par contre, être à l'extérieur, j'adore. Même à l'intérieur, être bricolé, me servir de mes mains, j'adore ça. La paresse, la fainéantise, se reposer, tu connais pas, quoi. Si. Si, bien sûr que si. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, j'hésite pas quand je me dis, attends, Liardet, il faut que tu te poses là, t'es crevé, ou alors t'en as ras la casquette de trop cogiter au machin, et tu te poses, tu te prends un bouquin, et puis si, j'adore lire aussi. Histoire salée. Nous sommes en 1985 et Anne Liardet décide de s'engager dans sa première course au large. Ce sera la Mini Transat, une course qui lui tient à cœur, sa première transatlantique entre Brest et Pointe-à-Pitre à la Guadeloupe. C'est ma première transat en solitaire et à part 3 jours de navigation en solo avant, j'avais pas fait de solitaire du tout. C'est fou ça. En fait, je parlais de confiance en moi, j'ai vraiment confiance en moi et je savais que ça allait me plaire. Donc voilà, je suis parti. Il faut préciser que quand on parle de mini transat, on parle de bateau de 6,50 m. Ouais. Petite coque de noix à l'échelle de l'Atlantique.
Oui, mais même un IMOCA, c'est une coque de noix à l'échelle des océans. Le Mini, on va traverser, on part du golfe de Gascogne, on va aux Canaries et après on traverse, on est dans les Élysées. Donc c'est des parcours qui sont théoriquement, sauf cyclone évidemment, parce que c'est la route des cyclones quand même, c'est des conditions que un mini transat peut supporter. La route dans l'autre sens à la même saison, il ne ferait pas. Alors, tu le disais, très peu d'expérience avant de te lancer dans cette première mini transat. Comment tu l'as vécu? Très peu d'expérience en solo, mais j'avais déjà couru la route de la découverte et j'avais aussi navigué, j'avais fait un aller-retour aux Bermudes sur Penduxis et puis j'avais aussi fait un convoyage la Nouvelle-Orléans-Tanger. Donc j'avais déjà de l'expérience du large, enfin l'expérience, c'était pas une grosse expérience, mais j'avais déjà vu un petit peu ce que ça pouvait donner. Mais je suis partie et puis j'ai fini, je suis arrivée, 10e. 10e et première femme à boucler la mini transat. Les courses vont alors s'enchaîner avec, dans la foulée, la solitaire du Figaro, une course en solitaire par étapes. J'avais fini 10e, je crois. Et puis, dans une étape de 6e à la Corogne. J'étais fière. Hein. Oh la vache. T'es branleuse. J'avais 26 ans et t'es branleuse. Et puis, tu coiffes au poteau. Enfin, quelques copains que tu connais parce que ça fait un bout de temps que tu navigues contre eux, etc. Mais c'était l'époque où il y avait Philippe Poupon, il était là, quoi. Il y avait Patrick Morvan, il y avait tous les grands noms de la voile qui étaient... Voilà, c'est ma génération, quoi. 89, alors là, on parlait justement de petits bateaux, on parlait de 650, là, on passe à le standard au-dessus, hein, c'est le multicoque pour une tentative de record. Ouais. Là, on n'est plus du tout sur la même dimension et... En fait, là, c'était quand même casse-gueule, parce que je partais avec un trimaran de 50 pieds, c'est pas gros, c'était assez gonflé. Mais on n'a pas battu le record, mais on est arrivé à San Francisco après quelques déboires, effectivement. On a eu quelques déboires, mais on est arrivé. Du type, au passage du Cap Horn, c'est con, une poulie de Bastac, une poulie du palan de Bastac se casse. Donc c'est les câbles qui tiennent le mât sur l'arrière. Donc la poulie du palan se casse, donc le palan se détend, le mât part sur l'avant. Et dans les 2 jours qui ont suivi, à bâbord, il y a 3 haubans sur 5 qui ont lâché, qui se sont cassés. Donc il a fallu réparer et réfléchir à comment réparer des trucs qu'on n'avait pas forcément à bord. Donc j'y ai passé un petit peu de temps, à réfléchir, parce que c'est vrai que quand je me lance pas comme ça, je me précipite pas. J'ai réussi à réparer et à remplacer les 3 haubans. Il n'y a qu'un truc que j'avais pas réussi à faire, c'était sur la remontée, le désalinisateur est tombé en panne. Je savais d'où venait la panne, mais il fallait une clé spéciale pour démonter le désalinisateur que le fabricant ne m'avait pas fourni. C'était juste un problème électrique. Je voyais les fils, mais je ne pouvais pas les atteindre, et c'est là ça. Et alors l'histoire veut que le Vercors, qui est un bateau câblier de Orange Marine maintenant, patrouillait par là, il rentrait d'une mission entre Hawaï et je ne sais plus où, et il passait par le canal de Panama. Et nous, on était du côté des Galapagos, et il s'est dérouté, et il nous a donné de l'eau, plus des briques de vin rosé, plus... On n'a pas fini, mais on est arrivé. Puis arrive la plus célèbre des transatlantiques, la route du Rhum, en 1990. Cagnardet va boucler, mais hors délai, elle ne sera pas classée. En plus, je me suis découverte enceinte de ma fille Margot. J'avais déjà mon fils Morgan qui était né. J'étais enceinte de Morgan quand j'ai fait le record New York-San Francisco. Et là, je me suis découverte en cours de route enceinte de ma fille Margot. Donc, c'est fou ça. Hein. Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo, mais c'est pas une maladie. Hein, et donc, comme ça se passait bien, quand ça se passe bien, ça se passe bien. Quoi. Ouais. Ouais. La route du Rhum, puis la course. Ouais. Autour du monde, ouais. Le Vendée Globe, ça ouais. C'était 2004-2005 sur Roxy. Oui, parce qu'après la fameuse route du Rhum 1990, j'ai arrêté de naviguer puisque j'avais déjà Morgan et j'étais enceinte de Margot.
Et j'avais envie de m'occuper de mes enfants. Donc j'ai levé le pied sur la course au large. C'était pas du tout un sacrifice. Ça s'est fait C'était un naturellement. choix. Avec leur père, on est parti au Mexique et puis en Polynésie. Donc ma fille Manon, elle est née au Mexique. Voilà, histoire de lui mettre un truc un peu original aussi, puisque les deux autres étaient New York-San Francisco, route du Rhum. Manon est née au Mexique. Et puis, je crois que c'est en 2001, ça a commencé à me retitiller. Mes gamins commençaient à être pas grands, mais commençaient à avoir des centres d'intérêt, d'avoir leurs copains. Ils étaient encore petits, hein, 10-12 ans. Ils étaient à peu près tirés d'affaire. Et là, je me suis dit, Liardet, si tu veux retourner faire du bateau, c'est maintenant. Si t'attends trop longtemps, ce sera mort. Ce sera trop tard. Et je me suis posé vraiment la question. Je refais la Mini Transat parce que je m'étais toujours juré que je la referais. Ou je fais le Vendée Globe, ou le Vendée Globe. La vraie difficulté pour moi, c'est pas de naviguer, c'est de trouver les financements. C'est ça la difficulté. C'est pas mon métier. Je suis pas une commerciale. Je suis pas dans le milieu de la communication et tout ça. C'est pas mon truc. J'aime bien raconter. J'aime bien rencontrer les gens. Mais me vendre, pour moi, c'était terrible. Je ne sais pas faire. Donc, la réflexion, ça a été, la Mini Transat, je l'ai déjà faite. J'ai le temps de la refaire. Le Vendée Globe, je n'ai jamais fait. Allez, Vendée Globe. C'est comme ça que je suis partie. J'ai fait ma première course de qualif, c'était Bahia-La Rochelle, retour de la Transat Jacques Vabre. Et la course retour était organisée et qualificative. Et je devais moi, je cherchais encore des financements. Et le bateau sur lequel je prévoyais de le faire, c'était ce fameux bateau de Philippe Monet, avec lequel Mike Birch et son fils Bob avaient fait la Jacques Vabre. Je cherchais les financements pour louer le bateau pour le retour. Et le dimanche soir, donc une semaine avant le départ de la fameuse course retour, le bateau est dispo. Une semaine avant le départ. Ça faisait 13 ans que je n'avais pas fait de solo. Il m'annonce ça, donc le bateau est dispo, il faut le ramener, donc voilà, tu le prends. Attends 2 secondes. Je vais me consulter. Je me consulte. Le lendemain, je lui dis OK. Et le dimanche, j'ai pris le départ de la Transat Bahia-La Rochelle. Et ça faisait 13 ans que je n'avais pas fait de solo. Je me suis qualifiée. Et à l'arrivée, j'étais tellement pas prête dans ma tête à prendre le départ qu'à l'arrivée, j'ai dit attends, c'est plus pour moi, c'est conneries. J'ai pas arrêté de penser à mes gamins en me disant il faut pas qu'il m'arrive quoi que ce soit, il faut pas qu'il m'arrive quoi que ce soit. Donc c'était assez. J'étais pas dans un mode vraiment sympa. Donc à l'arrivée, je disais c'est plus pour moi, c'est conneries. Et puis une semaine après, si c'est toujours pour moi, c'est conneries. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Anne Liardet sur le podium, c'est la 3e femme de l'histoire du Vendée Globe après Catherine Chabot et Hélène MacArthur a bouclé la boucle autour du monde. Elle aura mis 120 jours, presque 4 mois, 33 jours de plus que le premier, Vincent Rioux. Mais ce que l'on retiendra pour cette édition, c'est sa ténacité. Ses pilotes ont rendu l'âme, elle doit barrer en permanence. Les girouettes se sont envolées dans le golfe de Gascogne et le désalinisateur a du mal à produire de l'eau potable. Mais Anne a tenu bon et elle continuera jusqu'au bout, jusque dans le port des Sables d'Olonne. Elle arrivera avec son bateau, son pote comme elle l'appelle. Mais elle n'attend pas seule. Une fois la ligne franchie, sa famille, son mari, ses 3 enfants l'ont rejointe à bord pour partager la joie de celle qui vient de franchir l'Everest des mers. Anne Liardet finit le Vendée Globe 2004-2005 en 10e position et devient la 3e femme à boucler ce tour du monde sans assistance et sans escale. L'année suivante, elle repart pour une 2e route du Rhum, mais garde toujours en tête sa toute première épreuve, la Mini Transat, sur laquelle elle espère bien repartir. En attendant, ce n'est pas contre les éléments qu'elle va devoir se battre, mais contre un cancer qu'on lui diagnostique en 2015. J'avais un boulot qui était prévu. Je devais attaquer en début mars 2015, bosser sur un bateau en Méditerranée, un CMB 76, donc un bateau de 24 mètres dont j'étais skipper. Février 2015, je fais un contrôle technique et on me découvre une tumeur au sein. Et je me fais opérer, et puis une première fois, et puis après ces traitements... Je fais suivre mon dossier à Nice puisque j'avais mon boulot prévu en Méditerranée sur ce bateau.
Et donc j'ai fait la chimio, la radiothérapie à Nice, tout en continuant à bosser sur le bateau. Et quand mon contrat s'est fini en novembre, je suis remontée à Daoulas, mon dossier est revenu. Et puis voilà, quoi. Et en même temps, je pouvais être skipper de ce bateau parce que j'ai un capitaine de sans voile, qui est un brevet marine marchande. Et pour être valable, il doit être adossé à une visite médicale annuelle du médecin des gens de mer. Donc en février 2016, je vais voir mon médecin des gens de mer pour renouveler mon certificat médical. La visite se passe bien et puis bêtement, mais vraiment, j'aurais mieux fait de la fermer. Je lui dis tiens, en 2015, voilà, j'ai fait ça, chimio, radiothérapie, opération, enfin bref. Et là, il me regarde et il me demande quand est-ce que vous revoyez votre oncologue. Enfin, je la raccourcis un peu. Et moi, je lui réponds dans 3 mois. Il me dit je vous fais un certificat de 3 mois au lieu d'1 an. Donc là, je lui réponds mais si je trouve un boulot, un embarquement pour 6 mois, là, vous m'empêchez de bosser, là, clairement. Et il me regarde, mais je me souviens de son regard, il me regarde droit dans les yeux. Pas méchant ni quoi que ce soit, mais sévère, en me disant mais madame, vous avez un cancer. Et moi, je lui réponds, mais attendez, là, pendant que j'étais en traitement, je bossais, et là, vous allez m'empêcher de bosser. Et là, la colère est montée. 3 fois, il me l'a répété, vous avez un cancer. Donc, il est resté sur ces 3 mois. Et c'est insupportable. J'étais dans une colère monstrueuse. Moi, j'ai quand même embarqué, j'ai fait skipper pour l'association À Chacun Son Cap. On emmène des gamins atteints de cancer et de leucémie en croisière, donc avec mon brevet, malgré tout. Et puis, Jean Lecam m'a embauché pour être team manager de son équipe pour le Vendée Globe 2016. Donc, voilà, j'ai quand même j'ai fait autre chose. Mais ça m'est resté. Et c'est quand j'ai commencé à réfléchir à repartir en solo, parce que ça revient régulièrement, comme le Vendée Globe, ça m'était revenu en 2020-2021. Là, le besoin de repartir en solo me rattrape. 2018, je commence à y réfléchir. Et j'ai une de mes filles qui m'a dit « Mais maman, t'as eu un cancer, t'as la patate, tu peux être un modèle, va voir la Ligue contre le cancer pour... » Et je me souviens de lui avoir répondu que je ne le sentais pas. Parce que je pense que d'abord, ils n'ont pas besoin de moi, c'est une grosse mécanique. Et puis, leur communication, moi, elle est trop triste. C'est un peu trop triste. C'est pas parce que tu as l'impression que quand tu as un cancer, pouf, tu es enterré par tout le monde. C'est pas le cas. La recherche, justement, fait d'énormes progrès et les résultats sont ça va de mieux en mieux. Il faut continuer à la recherche. Je ne mets pas du tout en cause le travail que fait la Ligue contre le cancer. C'est juste que leur mode de communication est, pour moi, trop sombre. Et puis, c'est une copine qui me dit « Va voir ce que fait Cancer at Work ». Alors, Cancer at Work, c'est pas du tout la recherche. C'est l'autre aspect du cancer et des maladies chroniques en général, puisqu'il s'occupe aussi de maladies chroniques. C'est le côté social-sociétal. C'est-à-dire que quand tu travailles dans une entreprise, on te découvre un cancer, le médecin du travail, il te met en arrêt maladie. Point, t'as pas le choix, c'est comme ça. Alors que, moi, quand j'ai été malade, on n'est pas tous égaux dans la maladie, on est bien d'accord. Je parle pour moi et d'autres personnes que j'ai rencontrées en oncologie qui avaient la patate. On peut continuer à bosser. On peut continuer à garder sa place dans l'entreprise, même si c'est avec des aménagements, etc., de temps de travail. Mais on peut continuer à avoir l'impression d'être utile, garder les interactions sociales qu'on a avec nos collègues. Tout ça, ça fait partie psychologiquement, c'est super important aussi pour la guérison, quoi. Cancer at Work a été fondé par une femme qui était cadre dans une entreprise, qui s'est trouvée confrontée à un cancer. Elle a fondé Cancer at Work, qui est en fait un club d'entreprise qui signe une charte de bonnes pratiques, qui mettent en place des aménagements de temps de travail, qui font en sorte de discuter, de se rendre accessible au personnel quand il y a un souci, et de mettre en place ce qu'il faut pour que cette personne garde sa place dans l'entreprise, soit reprise à l'issue de son traitement, etc., etc. Donc maintenant, c'est un club d'entreprise et toutes ces entreprises peuvent communiquer entre elles. Quand il y en a une qui se trouve devant un cas, vous avez fait comment, etc., etc. Cancer at Work, moi, quand j'ai vu ce qu'ils faisaient, je me dis, putain, ça a tilté forcément, ça a résonné avec mon histoire perso. Je les ai contactés en leur disant, écoutez, moi, je veux faire la Mini Transat, mon métier, c'est ça, je suis navigatrice, je navigue, je veux repartir en solo, je veux faire la Mini Transat, mais je voudrais courir pour vous.
Faute de place, Anne Gardet ne s'élancera finalement pas sur la Mini Transat en 2021, mais prévoit d'y participer en 2023. Elle aura 62 ans et toujours l'envie de naviguer, toujours l'océan dans la peau. Pour moi, c'est toujours l'aventure. C'est toujours l'aventure parce que on ne sait jamais ce qui va se passer. Alors, il y a des moments durs, des moments où on se dit putain, qu'est-ce que je galère. Mais alors, je me suis fait la réflexion l'autre jour en remontant mon bateau à Brest. Et je suis parti, il y avait de la mer, il y avait du vent, et puis ça mouillait. Et puis voilà, l'après-midi se passe, la nuit se passe, le lendemain, toujours gris. Et puis à un moment donné, tout se dégage. Ça s'est éclairci pendant 4 heures, j'ai profité. Et là, tu te dis, mais je sais pourquoi je fais du bateau, je sais pourquoi je navigue. C'est pour ça. Bon, le crachin est revenu, ça, j'ai fini, je dégoulinais de flotte en arrivant à Brest. Mais pour ça, pour être bien, avoir l'impression d'être à ma place, vraiment. Histoire salée, le podcast mer de France Bleu Brésil. Un podcast à retrouver sur francebleu.fr et l'application Radio France. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire salée consacré à l'incroyable expédition La Pérouse.